sur l'ocre. Alors il est plus foncé, bien sûr, il est plus foncé. Mais voilà. Dans la barbe, c'est la même chose. Alors ça, c'est du bleu. C'est du bleu sur la barbe. Donc vous avez des tas de plans ici qui vont déterminer le visage. La même chose sur les vêtements. Donc le portrait s'appelle autoportrait à la palette. Vous remarquez que pour ne pas gêner l'espace, la palette n'est pas tenue de manière horizontalement comme l'aurait fait un peintre du XVIIe siècle, mais elle est rabattue dans le plan de la toile. C'est-à-dire qu'à la fois, nous avons un espace qui est un espace profond, mais qui n'est pas un espace qui est creusé artificiellement par la perspective. Là, la perspective, elle est complètement évitée. Et pour l'éviter, vous remarquez que le tableau, il est présenté, il y a un petit bout du tableau qui est présenté, on ne voit même pas l'espace qui est entre le support, si vous voulez, du tableau, enfin, entre le chevalet et le tableau, et on ne voit pas le reste, hein, parce qu'on pourrait voir peut-être quelque chose ici. Encore une fois, l'espace, il est construit à la fois par le travail de la brosse et par la modulation de la couleur. Ça, le grand mot est jeté, encore une fois. La substitution du travail de la couleur pour donner les volumes, ça s'appelle la modulation de la couleur, alors que le gris dans la couleur, c'est le modelé. Modelé, modulation. Alors, ça, évidemment, Cézanne va utiliser, si j'ose dire, le procédé de manière systématique. Vous voyez donc ce tableau, ce compotier vert et pomme, dans lequel le modelé, lui, a complètement disparu. Le volume de la pomme, hein, eh bien, il est donné complètement par ce rapport du rouge au jaune, en passant par le vert, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, etc., etc., etc. Là, le travail de la brosse, toujours dans cette période dite constructive. Et un autre truc supplémentaire, c'est qu'il y a une bascule de l'espace. Il y a une distorsion de l'espace. Parce que quand vous regardez ce compotier, vous voyez visiblement qu'il n'est pas dans le plan de la table, mais qu'il a été basculé dans l'espace. Et là, vous voyez, bien entendu, quelque chose qui va servir de manière itérative, et notamment aux cubistes, bien entendu. C'est une espèce de rabattement, si vous voulez, des plans, enfin des éléments, des profondeurs dans un premier plan. La table aussi, d'ailleurs, elle est rabattue dans le plan. Il y a des constructions, je ne sais pas, je peux pas, je suis obligé de faire quand même à l'économie. Il y a des tables de Cézanne où il y a par exemple une nappe qui est étendue sur la table en travers. La partie où est la nappe, elle a une fuite, enfin elle est relevée d'une certaine manière, et après, il y a un truc qui vient faire une solution de continuité, elle vient introduire une solution de continuité, c'est-à-dire une rupture, et la table, elle se présente sous un autre point de vue. Donc ça devient systématique chez Cézanne, mais là c'est déjà très net, et c'est pour ça que je vous ai apporté ce tableau, non seulement parce que je le trouve magnifique, hein, du point de vue de couleur. Vous voyez que, justement, si ces tableaux sont superbement colorés, c'est à cause, justement, de cette utilisation des oppositions de couleurs, des contrastes simultanés de couleurs qui ont été, je dirais, exhibés dans les traités de Chevreul. Vous avez la date, d'ailleurs, du traité de Chevreul. Alors, ce que je vous ai amené ici, bien entendu, c'est pour faire, bien entendu, introduire une grande séquence. C'est le tableau d'Ingres, bien entendu, c'est le bain turc. Et qui est un tableau merveilleux, hein. C'est pas parce que les tableaux impressionnistes, c'est pas parce que Delacroix et Ingres se sont bouffés le nez pendant toute leur carrière que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, ne sont pas
des grands peintres absolument, hein, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que leurs styles, si j'ose dire, si on peut appeler ça, sont des styles qui s'opposent. Alors, ceci pour ouvrir un chapitre, c'est qu'est-ce que vient faire le dessin là-dedans. Et c'est pour ça que je vous ai montré Ingres. Pourquoi? Parce que le dessin, c'est la base de l'art. Depuis Vasari, le disait, n'est-ce pas? Et Ingres disait encore lui-même, le dessin, c'est la probité de l'art. Et jusqu'en 1968, c'est-à-dire jusqu'à la date où Malraux a supprimé les institutions des beaux-arts telles qu'il existait en même temps que le prix de Rome, les peintres, les architectes et les sculpteurs, c'était comme les shadows qui dessinaient, ils dessinaient, ils dessinaient, ils dessinaient. Et quand quelqu'un était accusé de ne pas dessiner, boum, c'était naturellement un refus cinglant. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est que pour la construction de l'espace, évidemment, les corps eux-mêmes sont construits des constructions d'espace. Mais, vous voyez, un peu, à la manière de Giotto. C'est-à-dire, vous vous souvenez quand je vous parlais de ces arabesques? L'arabesque, chez Ingres, c'est véritablement un principe premier. C'est-à-dire, l'arabesque, c'est la ligne de contour des corps. Et tous ces corps qui s'enchevêtrent, qui s'en mêlent, etc., emmènent le regard par ces lignes conséquentes, si vous voulez, jusqu'au bout. Bien sûr, il y a un peu de fuite qui est là, il y a la disparition successive de la netteté du tableau, il y a des éclairages qui font que, il y a même un petit bout de premier plan là qui tente vous voyez, à basculer. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'à la fois Ingres, c'est quand même le pape, si j'ose dire, de la peinture à cette époque, et jusqu'à une époque tardive, parce qu'il est mort en 60, je ne sais plus combien, 8, quelque chose comme ça. Ça doit être marqué sur votre feuille en principe, sinon vous regardez dans le premier dictionnaire venu. Et donc, bien entendu, il était farouchement opposé à tous les courants novateurs, notamment, bien entendu, à Manet. Alors, voilà, pour vous rappeler à quel point le dessin, le design, il bloque la couleur dans son contour. Ouais, il bloque la couleur. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de reflet des corps les uns sur les autres. Il y a des éclairages, c'est vrai, qui font tourner les corps. Vous voyez, ce que je vous disais, le corps, lui, il est modelé par l'introduction du sombre dans la couleur, mais ça n'est pas, si vous voulez, des successions de couleurs. Encore que Ingres, c'est compliqué, il a fait aussi des tableaux très coloristes, mais c'est toujours extrêmement net. Quand il fait du colorisme Ingres, ça ressemble plus à Fra Angelico, bien entendu, qu'aux impressionnistes. Alors, là, évidemment, je vous montre l'exemple absolument opposé, c'est-à-dire le disegno fichu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ligne de contour, rien du tout. Ce tableau-là, c'est un tableau qui date de je ne sais plus quand. Je devrais le savoir, j'ai oublié, c'est des années 60, quelque chose comme ça. Et c'est un tableau impressionniste si l'on veut, mais c'est un tableau de Boudin, Eugène Boudin, qui a été le maître, on peut dire, enfin un des maîtres avec lequel Monet a travaillé. Alors évidemment, j'ai un peu forcé la dose, et c'est-à-dire que je ne vous ai pas montré un tableau de Boudin. Si, ça je vous en montre un quand même, il ne faut pas pousser, mais là je vous ai montré une esquisse. Et cette esquisse-là, elle s'appelle Soleil couchant, c'est pour ça que je vous l'ai amené. C'est un pastel sur carton, donc ça n'a rien à voir avec la peinture à l'huile, encore que. Ça devrait avoir avec la peinture à l'huile, parce que, qu'est-ce que c'est qu'un pastel? C'est en effet un crayon, mais c'est un crayon qui est un crayon on peut faire, si vous voulez, un effet d'huile avec du pastel. Il suffit de remplir la surface, bien entendu. Et les pastellistes sont des grands peintres. Les exemples sont illimités. Vous allez en voir un tout à l'heure qui est Degas. Mais quand même, là, on voit bien quel est l'esprit de Boudin. L'esprit de Boudin, c'est détruire
le dessin sous sa forme du disegno, c'est-à-dire non pas le dessin en soi, mais le dessin constructif, le dessin de contour, le dessin qui vient brider la couleur. Là, au contraire, on a l'impression que ça n'est qu'un tableau de couleurs et que la couleur prend absolument ses ébats librement. On ne voit pas de ligne de contour, vous voyez, dans les vêtements, etc. Et c'est boudin, c'est boudin. C'est-à-dire, c'est un précurseur. Donc voilà, la plage à Trouville, c'est 1865. Le pastel, il est quasiment contemporain hein, de la place de Trouville. J'ai voulu le montrer parce que c'est un soleil couchant, bien entendu, et que la relation avec Monet est évidente. Alors, il y a quelqu'un, jusqu'à présent, dont je n'ai pas parlé, dont je ne vous parlerai pas, vous allez hurler, bien entendu, notre Renoir. Où est-ce qu'il est, Renoir? Eh bien, voilà où est Renoir. C'est-à-dire que Renoir, après avoir été de la partie de 1874, avec le Moulin de la Galette, enfin, ces peintures très impressionnistes, avec des reflets de soleil, etc., au travers des feuillages. Ils aimaient beaucoup ça, les effets de transitoires, en quelque sorte, les peintres. Eh bien, il a connu, dans les années 80, une espèce de retour en arrière. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous apporte un contre-exemple de l'impressionnisme. Il est toujours impressionniste, bien entendu, mais quelque chose qui vient freiner l'impressionnisme. C'est-à-dire que Renoir a éprouvé le besoin de revenir à une construction plus forte du tableau par des contours. Et vous voyez, d'ailleurs, le fait d'avoir mis cette forêt de parapluie, eh bien, fait que, bien entendu, la ligne est exaltée ici, bien sûr. C'est une exaltation de la ligne. C'est un tableau, je veux dire, à la limite, il est très abstrait, parce que, bien sûr, il y a les personnages ici. Mais enfin, quand même, ce jeu de parapluie a une importance considérable du point de vue plastique, du point de vue esthétique, il est magnifique. Et évidemment, un parapluie, c'est des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Alors, cette période d'Ingres, dans laquelle il fait un mouvement de retrait par rapport à l'impressionniste, tout en restant avec eux d'ailleurs, s'appelle très justement la période ingresque, ou la période aigre, n'est-ce pas? Eh bien, parce que, tout simplement, Renoir avait eu un professeur qui était un élève d'Ingres, donc il a appris le dessin. Vous voyez, il n'a pas été avec Boudin, qui, lui, était, comme vous l'avez vu, quelqu'un qui laissait aller un petit peu la chose. Alors voilà comment vous allez voir apparaître Pierre-Auguste Renoir. Je vous ai parlé de temporalité un petit peu en passant. Je vais insister pour terminer sur la temporalité. Alors, Monet, il y a eu des sources d'inspiration, où elles sont. Il y en a une au moins dont on peut être assuré, c'est l'influence de l'estampe japonaise. D'abord, l'estampe japonaise a influencé toute cette génération-là. Et Manet le premier. Manet le premier, dans ses tableaux, il introduit beaucoup d'estampes japonaises. Van Gogh a fait des fausses estampes japonaises, enfin des pastiches d'estampes japonaises dans ses tableaux. Il aimait beaucoup, tout le monde aimait beaucoup l'estampe japonaise. Et si vous allez à Giverny, un des charmes de Giverny, en visitant la maison, c'est de voir cette avalanche d'estampes japonaises qui sont la collection personnelle de Claude Monet, qui était un grand collecteur d'estampes japonaises. Or, les Japonais, à cette époque-là, ont développé une peinture qui est la peinture des instants fugitifs. C'est difficile, je ne connais pas assez le japonais pour je dirais les instants transitoires, les états transitoires, cette peinture qu'on appelle la peinture de l'ukiyo-e. Ukiyo-e. U-K-Y-O, trait d'union, E. C'est la graphie, bien sûr, française. Et donc, cette ukiyo-e correspondait absolument à l'esprit de l'impressionnisme. À l'esprit, ils n'ont pas copié les estampes japonaises, ils en ont, je dirais, extrait la substantifique moelle. C'est-à-dire qu'au lieu de peindre des grands machins intemporels, etc., non, ils sont intéressés aux petits moments de la vie, petits moments transitoires, fugitifs,
un passage de lumière sur une joue, par exemple, quelque chose comme ça. Les poètes de cette époque, la même chose, bien sûr. On pense bien entendu à Mallarmé. Hein. Plus tard, on pensera, parce qu'il est d'une génération plus tardive, mais Debussy, bien entendu. Debussy, c'est l'application des principes de l'impressionnisme à la musique, bien entendu. Et d'ailleurs, Monet et Debussy étaient amis, bien entendu. Alors, ce que je vous ai apporté après, on a presque fini, hein, pas tout à fait, on pourrait continuer longtemps comme ça, mais je vous ai apporté justement de ces petits moments et la temporalité de Monet est d'une temporalité tout à fait particulière. C'est-à-dire que Monet a fait des séries, elles sont connues ces séries. Elles sont... il y a les cathédrales, il y a les meules, il y a les vues de Venise, etc., etc. Enfin, il y a plusieurs séries comme ça. La plus célèbre, c'est la série des cathédrales de Rouen. Donc vous avez ici un effet du matin, très tôt. Hein. Vous savez comment il a fait, hein. Il est allé s'installer dans un hôtel en face de la cathédrale, et il a peint ce qu'il voyait encadré par sa fenêtre. C'est ça, il avait son taglio. La fenêtre était son taglio. Et il a peint, je ne sais pas combien il a peint, 50, 60, on ne sait pas exactement. Parce qu'il y en a qui ont été fichus en l'air, il y en a qui ont disparu, etc. Et on en connaît au moins une bonne cinquantaine à l'heure actuelle. Hein. Et voilà, vous avez le taglio. Alors il se déplaçait peut-être un petit peu. Il peignait beaucoup. Ce qui fait que quand il avait fini de faire l'essentiel, il avait un petit bout de papier, il mettait des notations, il notait les couleurs sur un papier. Il rentrait chez lui, il finissait la toile chez lui. Donc, vous voyez, déjà, je vois, je peins, je m'en tiens là, Tintin, c'est pas tout à fait vrai. Hein, il y a un travail post qui est fait après. Il n'empêche que, voilà, vous avez le matin, mais avec une lumière un petit peu plus dorée, et puis vous avez l'effet de plein soleil. Et vous voyez que d'un à l'autre, malgré tout, ça a un peu changé. Peut-être qu'il a changé de chambre, peut-être qu'il s'est déplacé dans sa chambre. En tout cas, en gros, c'est la même vue. C'est un exemple de stabilité extraordinaire. Et c'est vraiment le premier grand exemple de sérialité dans la peinture. Mais, je veux dire, je crois, hein, si mes souvenirs sont exacts, il est venu deux hivers successifs, 2 hivers printemps successifs, parce qu'il y a des effets de neige aussi, donc ça ne peut pas être l'été. Il est venu deux fois, 2 années successivement, pour peindre les tableaux. Donc il a pu en exécuter beaucoup, et peut-être il a pu aussi changer de coup d'œil. Mais en gros, si vous voulez, ça c'est tout à fait intéressant. Il y a eu quelques années une exposition